En même temps, on nous a souvent dit que dans le système éducatif américain, on imagine quelqu'un bien, qui a 12. On va quand même lui dire, on nous a souvent dit qu'on allait quand même lui dire que c'était très bien et que. Enfin, c'est très bien, mais toujours dire le positif avant le négatif et dire 12, bah oui, c'est une super note. Tout à fait. Il y a aux États-Unis un culte de ce que l'on appelle le positive reinforcement. C'est-à-dire que l'on dit d'abord ce qui est bon. Vous avez 5 sur 20 et le professeur va insister sur les 5 points que vous avez eus parce que vous avez dit quelque chose de bon. Alors qu'en France, je ne suis pas sûr que ce soit la même tendance. Et puis, aux États-Unis, on ne dit pas les notes à voix haute, on ne fait pas de commentaires à voix haute sur les résultats. Ici, il y a aux États-Unis un souci très très fort de l'estime de soi. Ce que l'on considère être une humiliation publique est absolument inadmissible. Alors qu'en France, on faisait, quand j'étais élève, je sais que ça se fait encore dans certains établissements, on fait des classements, on met les notes du meilleur au moins bon, et puis on dit les notes, et puis on explique en public et devant la classe ce qui n'allait pas. Ici, c'est impossible. Ici, on ne fait que des éloges publics positifs, on ne donne pas les notes en public, etc. Donc il y a vraiment, il faut, quand on arrive ici, s'adapter parce que c'est le secret d'une expatriation réussie, il faut s'adapter à un environnement nouveau. Et l'enseignement n'échappe pas à cette règle, même si on est dans un établissement français. Donc il faut être capable de comprendre les attentes pédagogiques du public auquel on s'adresse. Vous aviez des formations en France avant de partir? Non, pas de formation. Vraiment, disons que les établissements de l'étranger sont gérés par 2 grandes entités, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger et la Mission laïque française. Et ces 2 institutions gèrent des établissements français à l'étranger. Et donc, comme on est détaché auprès de ces institutions, on a une formation d'une journée. On a une formation d'une journée où, et d'ailleurs je participe moi-même à ces formations maintenant, je vais tous les ans à Paris pour prendre la parole devant les nouveaux professeurs recrutés, mais c'est une journée, donc évidemment c'est très 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 rapide, on leur donne etc. d'informations, donc c'est trop rapide pour être vraiment pleinement formateur. Tout ce que je vous dis là, on le leur explique, mais c'est vrai que le terrain ne remplace pas une journée de discours. Oui. Pour revenir sur votre adaptation quand vous êtes arrivé il y a 13 ans, vous estimez que ça vous a pris combien de temps pour vous adapter professionnellement? Mais je ne suis pas encore adapté. Ça prend toute une vie. C'était incroyable ce que l'on peut être le résultat de son enfance. C'est incroyable. Je ne sais pas si on peut complètement s'adapter. On garde ça en soi toute une vie. Alors, ça dépend évidemment d'une personne à l'autre. Certains perdent leur accent français, par exemple. C'est rare, mais certains le perdent. Voire même finissent par parler français avec un accent américain et avec des fautes à chaque phrase. Je crois que mon français est encore correct. Certains, au bout de 6 mois, ont déjà un français extravagant, avec des anglicismes à chaque tournure de phrase, etc. Donc, on s'adapte plus ou moins vite. Quand je dis que je ne suis pas encore adapté, je veux dire que j'ai encore des réflexes que je qualifierais de français. Mais à nouveau, c'est variable d'un individu à l'autre. Mais par exemple, la communauté de la Silicon Valley dont on parlait tout à l'heure est plus adaptable, je pense. Elle est arrivée avec une tournure d'esprit qu'elle a acquis justement dans le monde de l'informatique et des startups en France. Et elle est arrivée avec une sorte d'américanophilie qui n'est pas nécessairement le cas des intellectuels. Les professeurs et les chercheurs se sont mis à l'anglais pour pouvoir parler dans des conférences. Mais ils sont le fruit du monde universitaire et de la recherche française. Donc, tout dépend un peu de notre éducation et de notre profil professionnel. Ceux qui viennent ici pour faire de la finance, et San Francisco, comme vous le savez, est une capitale financière aux États-Unis et assurément sur la côte ouest. Los Angeles, c'est le cinéma, mais San Francisco, c'est la finance. Eh bien, sont peut-être plus adaptés aussi, justement, parce que c'est la finance. Donc ça dépend un peu du secteur professionnel dans lequel on est. Mais l'adaptation, c'est un effort de tous les instants. Est-ce qu'il y a eu des périodes plus dures que d'autres?
Oui, mais je crois que ces périodes plus dures arrivent à des moments inattendus. C'est une situation professionnelle que l'on n'a pas expérimentée jusque-là et qui tout d'un coup met en évidence que votre interlocuteur a une approche américaine, par exemple, et vous une approche européenne, par exemple. Et c'est de façon inattendue, alors que vous ne vous y attendiez pas nécessairement. Ça peut être, par exemple, un décalage sur une phrase dite avec humour. Et alors vous pensiez que c'était clair, et puis finalement c'est pas clair. Aux États-Unis, de façon générale, on va prendre les choses au premier degré. On va essayer d'éviter l'ironie et le sarcasme. Alors qu'en France, c'est un ressort classique de l'humour, voire un ressort classique du jeu social. En France, vous déridez une situation en faisant de l'humour, qui est souvent en faisant une moquerie sur le dos de quelqu'un. Ici, c'est complètement politiquement incorrect et ce sera mal perçu. Donc, voilà, ça peut être ça. Hein. Vous avez une négociation un petit peu difficile, vous pouvez faire de l'humour et puis non, ça ne fonctionne pas. C'est un petit peu inattendu, même si vous le savez, même si on vous l'a dit, même si vous l'avez déjà expérimenté, mais voilà, l'atavisme national revient. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'on vous laisse passer, plutôt au niveau professionnel, au niveau personnel, parce que vous êtes français? Alors oui, alors voilà, absolument. Il ne s'agit pas, pour moi, d'être trop négatif du tout. Être français, c'est aussi un atout. C'est-à-dire que souvent et longtemps, on considère que l'accent français a beaucoup de charme. Les Américains vont vous dire souvent de ne pas perdre votre accent français, parce que c'est absolument séduisant, etc., etc. Voire même, je dois dire, qu'il m'est arrivé de m'en servir. C'est-à-dire que je fais un discours et je vais ponctuer mon intervention, ça va paraître très machiavélique, mais de deux fautes d'anglais et d'un recours à un gallicisme pour faire sourire la salle, ou même demander à la salle de m'aider pour trouver un mot. Donc tout ça, ça peut être en fait des stratégies de séduction du public. Donc non, c'est pas du tout nécessairement un handicap. Il faut au contraire savoir s'en servir comme d'un atout. Et puis ensuite, une chose que l'on perçoit peut-être mal en France, c'est que la France est aux États-Unis extrêmement bien vue, extrêmement populaire, dans le sens qui attire l'attention de tout le monde, et recherchée. La France est recherchée évidemment pour des choses que nous avons tous, la haute couture, la gastronomie, mais aussi pour son art de vivre, de façon plus large, je veux dire, c'est-à-dire les vacances, le sud de la France, la beauté de Paris, le tourisme, et donc l'histoire, la littérature. Et donc être français est en ce sens un atout. Dans n'importe quelle ville américaine qui se respecte, eh bien, les meilleurs restaurants sont français, les meilleurs antiquaires sont français, etc. etc. Donc il y a en ce sens intérêt, certes, mais c'était vraiment être dans les tranchées. Et